Dans cette partie, nous allons parler des techniques et des effets de montage. Une fois que la partie du tournage est terminée, les monteurs entrent en scène et c'est la partie de la post-production. Ils vont donc pouvoir triturer dans tous les sens les séquences réalisées par les caméramans pendant le tournage. Ensuite, ils rajouteront de la musique, des bruitages et pour certains, pour les meilleurs, des effets spéciaux. Alors le montage n'est pas seulement des plans mis bout à bout, sinon tous les films ressembleraient un petit peu à un documentaire. Dans le montage, ça va surtout permettre de donner son rythme au film et de plonger le spectateur dans une ambiance bien particulière. Et pour ça, le monteur dispose de toute une palette d'effets de montage et je vais vous présenter les principaux effets. Alors, on commence bien évidemment par le raccord. Le raccord, c'est le passage d'un plan à un autre, tout simplement. Généralement, on essaye de le rendre aussi peu visible que possible. Je me rappelle encore mon prof de vidéo qui me disait tout le temps, si un raccord se voit, c'est qu'il n'est pas bon. Alors, pour cacher ce raccord, on a différentes solutions. Une des plus utilisées est le raccord dans le mouvement. Une action commence dans un plan et se poursuit dans le plan suivant. C'est un raccord qui marche très bien et qui ne perturbe pas du tout la lisibilité du film. Une autre solution consiste à utiliser un plan de coupe. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé dans une autre partie. Le plan de coupe est souvent un gros plan sur un élément qui n'a pas forcément de réelle utilité avec l'histoire et qui s'intercale entre deux autres plans. C'est très utile pour effacer un raccord difficile à faire, par exemple si le caméraman n'a pas parfaitement respecté la règle des 30 degrés. Justement, cette règle des 30 degrés permet d'effectuer des raccords de qualité de manière harmonieuse sans avoir l'impression de saute dans l'image. Après le raccord, on trouve le faux raccord, c'est tout simplement l'inverse du raccord. Le passage d'un plan à un autre va être clairement lisible. Par exemple, un personnage qui passe dans une zone du cadre à une autre zone sans forcément se déplacer. Ça permet d'introduire dans la narration du film une cassure qui peut rendre difficile la compréhension d'une scène pour créer volontairement chez le spectateur une sorte de malaise. Ça peut être également utile pour perdre le spectateur en l'empêchant d'assimiler tous les éléments du décor. On continue avec le chant contre chant. Je ne vais pas m'étendre là-dessus vu qu'on a déjà étudié en détail le chant contre chant dans une autre partie. Juste un tout petit rappel de vocabulaire. Le chant, c'est tout ce qui est visible à l'image, donc le personnage et tout le décor qui l'entoure. Le contre-chant, c'est l'espace opposé au chant. Dans le cas d'un dialogue, on va trouver la personne qui répond au personnage dans le chant. On peut aussi parler du hors-champ. C'est tout ce qu'il y a autour du chant et qu'on ne voit pas. Il a son importance, ce hors-champ. Il permet de montrer des éléments essentiels de l'histoire, même si celui-ci a été filmé dans un lieu totalement différent et à un tout autre moment. Le montage nous les montrera de manière contiguë. On peut prendre l'exemple d'un homme qui se promène joyeusement dans la forêt. Le plan suivant nous montre un chien également dans la forêt. Et le troisième plan revient sur l'homme qui cette fois-ci a l'air triste. Monté de cette manière, on pourrait croire que l'homme a perdu son chien, qu'il aimait beaucoup, ou alors ça lui rappelle sa petite enfance de voir un chien qu'il aimait également quand il était jeune. Par contre, si on inverse le premier et le troisième plan, on a au début l'homme triste, le plan suivant nous montre le chien, et le troisième plan nous montre l'homme heureux. Cela pourrait nous faire croire que l'homme avait perdu auparavant son chien et qu'il vient de le retrouver. Donc vous voyez bien que simplement en intervertissant deux plans sans changer leur durée, on a donné un sens complètement nouveau à notre séquence. C'est ce qu'a très bien montré le Russe Kouletchov en 1922, donc c'est pas tout jeune, en réalisant une petite expérience. Il a filmé un homme complètement inexpressif. Il a fait ensuite 3 tirages de ce plan auxquels il a fait précéder 3 images différentes. Une assiette de soupe, un cadavre dans un cercueil, et enfin une femme allongée sur un canapé. Les spectateurs ont été interrogés après le visionnage de chaque séquence et devaient exprimer le sentiment exprimé par l'acteur. Dans le premier cas, ils ont perçu la faim. Dans le deuxième, la tristesse. Et dans le dernier, le désir. Cette expérience montre bien que les éléments d'un montage interagissent entre eux pour donner une dimension dramatique à l'histoire. On va parler maintenant des inserts. Comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, l'insert est un peu comme un plan de coupe, sauf qu'il apporte un élément essentiel à l'histoire. On parle parfois d'insert subliminal. C'est un plan extrêmement court, de quelques images,
que l'on intercale entre deux autres plans plus longs. Alors l'insert subliminal porte bien son nom, il vise essentiellement à marquer l'inconscient du spectateur. On en retrouve dans des films comme L'Exorciste ou Fight Club aussi. Le montage alterné. Le montage alterné, lui, montre des événements qui ont lieu bien souvent en même temps, mais dans des endroits différents. On entend parfois parler de montage en parallèle. Il est très souvent utilisé pour apporter du suspense ou une certaine tension au film. On le trouve dans des films comme Inception. Dans la scène finale, il y a un montage alterné de 4 séquences représentant les 4 niveaux de conscience du personnage. La séquence par épisode. Alors elle s'apparente un petit peu à un clip car c'est souvent utilisé sans dialogue, juste avec de la musique, et elle permet de raconter des événements. Dans la série Les Experts, par exemple, il y a souvent une séquence par épisode, dans chaque épisode de la série. Quand les scientifiques effectuent toute une série d'expériences ou de mesures, ça montre en fait tout le cheminement qui est nécessaire pour obtenir des indices, pour accuser telle ou telle personne. La séquence par épisode peut également aider à montrer le temps. On peut aussi renforcer cette idée en utilisant beaucoup les fondus entre les plans. Le cut zoom, alors c'est une technique qui permet de remplacer un long zoom optique et qui dynamise un plan qui sans ça serait un petit peu trop statique. La plupart du temps, il se construit au moyen de 3 valeurs de plan différentes, un plan très large, un plan large et un plan plus rapproché ou un plan moyen. Alors on peut distinguer le cut zoom avant, où chaque plan est une sorte de saut vers la personne ou l'objet filmé, ou le cut zoom arrière, où chaque saut recule. Le premier permet de détacher un élément bien particulier du décor et de se focaliser dessus, alors que le second va permettre de donner de l'ampleur à un événement, en montrant toute la zone d'action d'une explosion par exemple, mais peut également aider à isoler un sujet en le montrant dans un environnement vide de plus en plus grand. Le split screen, que l'on peut traduire par écran séparé. Cette technique est utilisée pour montrer en même temps des événements simultanés qui se passent dans des endroits différents. 2 personnes au téléphone, par exemple. Le volet, c'est une technique de raccord obtenue en faisant passer un élément de décor devant la caméra, qui se trouve alors totalement occulté. Le plan suivant commence donc en dévoilant la scène qui se trouve dans un autre lieu ou une autre époque. Dans la partie sur les valeurs de plan, je vous ai parlé du film La Corde d'Hitchcock. C'est cette technique qui est utilisée pour enchaîner les différents plans séquences. On utilise également souvent cette technique en demandant à l'acteur de marcher vers la caméra jusqu'à son occultation, et le plan suivant en s'éloignant de cette dernière, en dévoilant ainsi toute la nouvelle scène.